merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Vous faites bien, continuez. Dingue de Sport évoque les mondiaux d'athlétisme avec les nouveaux rois du sprint mondial, les Américains Christian Coleman sur 100 mètres en 9,87 et Noah Lyles sur 200 mètres en 19,83. Un Togolais a pris part à la compétition, Yendou Thiebekabe, spécialiste du 100 et 200 mètres, on en parle. Le district numéro 1 sort de sa léthargie après plusieurs années d'inactivité. À Lawson, conseiller du dit district, est à suivre dans ce magazine. Le tournoi UFOA des Nations affiche ses quarts de finale. Togo, RCI, entre autres. Et puis, ouverture de la saison 2019-2020 dans seulement quelques jours. Première journée de la compétition. Et déjà, 2 derbys, celui de la capitale entre l'AS Togo-Port et OTR et celui thème entre Semassi Unisport. Dingue de Sport invite John Atisso de Africa Top Sport, Henri Akodo, Latif Yorouma de la rédaction de Sport FM, Jacques Pekemsi du www.radiosportfmtg.com. Vidéo, comme toujours, et l'homme à devant, Dingue de Sport, mise en onde de Pélagie Mekoum. Je suis Franck Nounyama. Voilà, nous faisons Dingue de Sport comme tous les jours et en studio. Henri Akodo, bonjour, on a bravé la pluie, merci d'être là. Bonjour Franck, c'est encore une fois un grand honneur et un grand plaisir de partager ce plateau avec les experts. John Atisso, merci d'être là. Franck, c'est moi qui vous remercie pour encore une fois l'appel. Bonjour au plateau, bonjour à tous. Jacques Pekemsi. Bonjour à vous. Oui, en costume veste noire. Oui, c'est venu directement d'Espagne, vous savez. C'est pas comme ce que vous achetez à l'hôtel. Il n'y a pas de problème. L'essentiel est que tu n'es pas froid. Voilà, c'est juste pour le froid que... Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à Jacques en veste, bonjour à tous les auditeurs. Voilà. Alors, c'est pas là. Une fois n'est pas coutume, on va dire. On va commencer par parler athlétisme avec les mondiaux de la discipline qui ont lieu actuellement à Doha au Qatar. Et là, on va parler des nouveaux rois du sprint. Après le règne du Usain Bolt, les Américains reprennent le flambeau. Usain Bolt, le Jamaïcain, a dominé, on va dire, ces 10 dernières années le sprint mondial. On sait que c'est l'homme le plus rapide de la planète avec, souvenez-vous, ce chrono en 2008 à Pékin lors des Jeux Olympiques, 9,58, s'il vous plaît, 10 mètres en moins d'une seconde. On ne sait pas si c'est un cheval ou quoi. Et il a répété sur le 200 en faisant 19-19. On attend celui-là qui va pouvoir battre ce record. Eh bien, il a pris sa retraite et les Américains sont de retour. Oui, on comprend ça, Henri ? Oui. Christian Coleman sur le 100, il a fait en 9,83 et puis un autre Américain, Noah Lyles, sur 200 mètres en 19,83. Exactement, Noah Lyles, c'est un jeune Américain, il a 22 ans, il est en train d'impressionner tout simplement dans ce championnat-là du monde à l'absence du roi du sprint, Usain Bolt, vous venez de le souligner. Il faut dire tout simplement que les États-Unis, d'abord, c'est une culture sur les disciplines de fond depuis les universités. Il y a une classe assez importante à ce niveau-là où les athlètes se forment et aujourd'hui ils sont en train de briller tout simplement dans ces championnats du monde. Vous venez de parler de Noah Lyles, on a parlé de Chris Coleman également. Il ne faut pas oublier la performance d'Allyson Felix, celle-là même qui a remporté son 12e titre en or. La gazelle, comme on l'appelle. Exactement, elle dépasse ainsi Usain Bolt qui avait ce record avec les 11 médailles d'or remportées. Ça fait en tout et pour tout pour cette grande dame 17 médailles engrangées dans une phase de Coupe du Monde. Et donc ces Américains sont en train tout simplement d'éclabousser de leur talent cette compétition-là, même si de l'autre côté il y a Shelly Ann Fraser-Pryce
qui est revenu de la maternité, qui a assuré au niveau du 100 mètres dames en 9 secondes 7 centièmes. Ça ne fait pas le poids devant les titres engagés par les Américains dans cette compétition. A souligné également la performance de Marie-Josée Talou dans le 100 mètres dames au niveau de ces championnats du monde. Elle a remporté la médaille de bronze, mais les Américains tout simplement sont en train de pouvoir confirmer leur suprématie dans cette compétition. Suprématie, oui. Après le règne d'Usain Bolt, Latifi Rouman, on peut comprendre parce que là, depuis que Bolt était en place, plus d'Américains sur le 100 mètres, sur le 200, il a tout raflé. Oui, il y avait un ordre qui était établi, mais lorsque le Jamaïcain est venu bousculer cette hiérarchie, vous avez vu que l'athlétisme, de façon générale, a plus une autre allure. Lorsqu'il y a de ces mondiaux, lorsqu'il y a les JO, ça attisait quand même, ça captive les attentions. Sauf que depuis que le roi a pris sa retraite, c'est retombé un tout petit peu. Vous voyez les mondiaux qui se déroulent à Doha, au Qatar, mais qui véritablement ne sont pas aussi médiatisés. On se rappelle de ces moments où voilà, tout le monde attendait, on disait voilà, c'est aujourd'hui la finale du 100, c'est aujourd'hui la finale du 200, mais malheureusement ce n'est plus là. Les Américains sont de retour, c'est dans l'ordre normal des choses, sauf que voilà, il faut attendre encore peut-être des années pour voir une autre nation revenir, parce que je me dis, après Bolt, il n'y a pas eu véritablement cette relève-là. Les Johan Blake sont aussi partis au même moment avec, ils sont même partis, ils ont disparu même avant le roi Usain Bolt, sauf qu'au niveau des Américains, il y a cette régularité qui est là. Lorsque vous prenez Allyson Félix, elle est sur les cours depuis longtemps. Lorsque vous prenez par exemple Gatlin, il est là avec son âge, il était encore aux mondiaux. Malheureusement, ce sont eux, moi je le dis, seuls qui font la loi sur ces épreuves de sprint. Il faudrait avoir d'autres nations également. Vous avez vu entre-temps Christophe Lemaitre qui est venu et qui a tout de suite disparu. Les Américains sont de retour, sauf qu'ils sont encore très loin du record établi par le roi. Lorsqu'on parle de 9,58, je ne sais pas si c'est peut-être au 3e millénaire qu'on pourra peut-être battre ce record, ou le 19 établi également sur le 200 par toujours la fusée jamaïcaine Usain Bolt. Jonathan Tissot, le roi part, les Américains reviennent. Oui, c'est ça. De par le passé, il y a quand même cette rivalité-là entre les Américains et les Jamaïcains par rapport aux courses de fond, que ce soit le 100 mètres et le 200 mètres. Il y avait eu quand même cette suprématie sur cette discipline-là par la fusée Usain Bolt, qui a établi un record qui sera peut-être pour moi inégalable, parce que c'est dans l'histoire, ça sera inégalable. Il y a Jocelyn Gatlin qui est revenu, même en étant dopé, et il n'a pas pu quand même battre ce record-là. Maintenant, on voit que le roi est parti, comme Latif l'a dit. Il y a eu quand même Asafa Powell, Johan Blake, qui peut-être pourront être la relève, mais ont quitté au même moment que Usain Bolt, ce qui a permis quand même à ces jeunes-là, comme Noah Lyles, de pouvoir véritablement éclore et de prendre cette médaille-là. Maintenant, du côté des Africains, il faut parler quand même de Zango, le triple sauteur, qui a quand même honoré l'Afrique sur cette épreuve-là en décrochant la médaille de bronze. Il faut dire que lors des derniers mondiaux, il était absent pour problème de visa, mais là, il est là, il a confirmé lors des derniers Jeux africains à Rabat en décrochant la médaille d'or, en établissant tout simplement un record sur le continent et en réditant cet exploit-là sur le plan mondial. Maintenant, il faut parler de Ferguson Cheruiyot, qui a décroché quand même la médaille de bronze également sur le 800 mètres hier. On peut dire que c'est un ouf de soulagement, parce que depuis quelques temps, il échoue au pied du podium, 4e, 5e, mais finalement, il a pu décrocher cette médaille-là, et de surcroît, lors des mois 2019, c'est tout bénef pour lui, et il a tout simplement sauvé la phase
de l'Afrique hier parce que aucun Africain, sauf lui, n'a pu décrocher une médaille et vivement que ça puisse continuer. Il reste quand même le saut à la perche, le saut à longueur. Il y a certains Africains qui sont à ce niveau. Et on espère avoir on espère avoir d'autres médailles. Mais il y a eu quand même la Nigériane, j'ignore un peu le nom, qui a échoué à la porte quand même des finales sur le 200 mètres. Il y a également 4 défections dans une épreuve également. Donc ça veut dire que la journée d'hier n'a pas été bénéfique pour l'Afrique, sauf quand même cette performance de Cheruiyot, le Kenya. Ferguson Cheruiyot, oui, on parle du Togo avec un sprinter togolais qui comme on pouvait s'y attendre, n'a pas fait grand-chose. Yendoutier Thiebekabe, c'est son nom. Il vit en France, à Reims, plus précisément. Oui, que nous allons d'ailleurs écouter avant de pouvoir réagir. Je me suis préparé dans des conditions inattendues et je peux dire inhabituelles, qui n'étaient pas à 100% à mon niveau avant de venir. Et une fois venu, la température n'était pas pareille, la chaleur en permanence et aussi au niveau de la régularité des bus pour pouvoir aller au stade n'y était pas. J'ai essayé d'être en avance 1 heure avant ma compète. Malgré tout, je suis arrivé à 23 minutes avant ma compète. Du coup, ça a joué sur moi. Et j'ai compéti le 27 dans les tours préliminaires. Et compte tenu de toute la situation qu'il y a eu avant ma compète, je n'étais pas à 100% de moi et du coup j'ai fait une contre-performance. J'ai été informé pour les mondiaux à quelques semaines et aussi je demande à mes dirigeants aux prochains événements essayer de voir si possible faire des stages parce que j'ai des amis qui ont fait des stages de plus de 1 mois pour préparer les mondiaux. Pourtant moi j'ai pas eu accès à ce stage. C'est vraiment très très important pour les athlètes à l'approche des grands événements comme les championnats du monde. Et Yendoutier Thiebekabe, oui, toujours le même problème. Il a été surpris, on peut le dire. On lui a demandé d'aller représenter le Togo sans avoir préparé cette compétition-là. Et naturellement, voilà, il est rentré comme il était parti là-bas. C'est ça, vous l'avez écouté. C'est une question de préparation. S'il ne s'est pas préparé, forcément, il va pas répondre. Et surtout quand c'est à des grands rendez-vous comme ça, il faut se préparer des mois d'avance. Et des fois même, il y a des athlètes qui commencent 1 année avant. C'est normal parce qu'il faut quand même atteindre le haut niveau. Et il faut, comme on le dit et comme il a dit, préparer déjà psychologiquement les athlètes à ces grandes compétitions et puis après leur permettre d'aller au stage. Mais quand il dit qu'il y a un problème d'adaptation en termes de climat, en termes de régularité même, il n'était pas à l'heure et tout cela, je crois qu'il faut également de la rigueur dans tout cela, que ce soit de la rigueur au niveau de l'athlète et de tout son encadrement. Sinon, à chaque fois, on risque d'avoir des représentants qui ne resteront que derrière. Ça ne sert à rien de pouvoir se présenter si seulement on sait qu'on va juste aller pour se promener. Je crois que si j'étais à la place de cet athlète, j'aurais refusé. Parce que, bon, c'est vrai qu'on dira, oui, j'ai représenté mon pays, mais il faut mettre les garde-fous pour pouvoir se dire, pour présenter ou représenter un pays, il faut se prendre à temps. C'est vrai, vous m'avez informé aujourd'hui, vous m'avez informé il y a dans quelques jours ou quelques semaines avant, mais normalement, il faut ceci, il faut cela, et peut-être on prévoit maintenant la compétition de l'année suivante. Je crois que c'est le plus important. Aujourd'hui, le Togo a pris. J'espère qu'ils vont maintenant préparer les prochaines échéances de la meilleure des manières. Latif Yoroma, Yendoutier Thiebekabe, vous avez eu de ces nouvelles, oui. Comment ça s'est passé en fait? Bon, il a expliqué un peu comment ça s'est passé. Il faut quand même saluer peut-être l'assistance de notre compatriote Aubin Karba, le Togolais qui est au niveau du comité national olympique de l'Allemagne et qui était également du côté de Doha au Qatar, qui a assisté et donc cet athlète togolais. Et donc il a eu tous les problèmes. Il a eu tous les problèmes au-delà de la préparation qui n'a pas été ce qu'elle devrait être. Il s'est senti seul pratiquement là. Et voilà, lorsqu'on parle des bus qui n'arrivaient même pas à prendre,
Et c'est parce que justement l'athlète s'est senti... il n'avait pas de guide, il n'avait pas de guide. Est-ce qu'il était obligé d'y aller? Il n'avait rien. Vous savez, lorsque vous avez peut-être l'âge adolescent, lorsque vous avez peut-être envie de vous insérer également dans quelque chose, et souvent c'est difficile de refuser ces opportunités. Un professionnel pro dira peut-être non. Maintenant, c'est des jeunes qui sont en train d'arriver et qui ont besoin quand même de ce genre de compétition. Il est allé s'essayer, mais il a compris, il s'est frotté à la dure réalité. Voilà, tout de suite, il a commencé quand même à tirer sur la sonnette d'alarme. Il est allé même loin en demandant à la fédération de trouver quand même une bourse pour lui, parce qu'il a dit au niveau de la France, de Reims, là où il est, il y a les infrastructures, mais pour avoir accès à ces infrastructures, il faut payer. Donc il faut une bourse. Il dit qu'il vise par exemple les JO de Tokyo 2020, mais Tokyo 2020 devrait être un tremplin. Il dit que son objectif, c'est les JO de Paris en 2024. Et pour justement gagner une médaille pour le Togo en 2024. Il a quel âge déjà? Je n'ai pas véritablement l'âge, puisque c'est un athlète aussi qui est parti de lui-même, mais qui commence à peut-être faire quelque chose, et tout de suite le Togo a voulu peut-être s'appuyer sur lui. Et voilà, donc on n'a pas encore toutes les informations liées à l'athlète, mais je crois que d'ici quelques puisque c'est déjà une première lumière qu'on est en train de mettre sur cet athlète. Et donc il dit, pour pouvoir gagner une médaille pour le Togo, il a besoin aussi du Togo, et pourquoi pas une bourse pour lui permettre de se préparer pour, surtout il a insisté sur les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Dans 5 ans, Paris 2024, voilà, pour dire que l'athlétisme togolais a encore beaucoup de choses à faire pour pouvoir être, on va dire, au premier rang. Lorsqu'on voit aujourd'hui les Talou, les Aouré, c'est des jeunes filles qui ont travaillé au même moment avec certaines athlètes et certains athlètes au centre de Dakar. Oui, lorsque vous prenez près. Oui. PC Prenam. Voilà. PC Prenam avait les meilleurs temps que Talou lorsqu'ils étaient à Dakar. Mais pour leur première compétition, c'est Talou qui a fait parler son talent, et puis paf, voilà, Talou est parti. Elle a bénéficié aussi du soutien personnel d'Alassane Dramane Ouattara, la présidence de la Côte d'Ivoire, avec une vingtaine de millions pour justement encourager son talent et l'aider à tout faire. Aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. Oui, il faut peut-être copier cet exemple. Oui, Aristide Covidien, bonne arrivée. Merci. Et d'ailleurs, il faut dire qu'au dernier jeu de la francophonie, les deux y étaient. Et d'ailleurs, après ces jeux, Marie-Josée a reçu de la part du président ivoirien plus de 25 millions de francs CFA, alors qu'on avait pressé Prenam également sur cette compétition. Elle était totalement méconnaissable. C'est d'ailleurs à mon retour, quand je posais la question à Latif Yourma sur cette jeune dame-là, mais j'ai dit, mais... PC a même connu la maternité. Oui, effectivement. Même avant ces jeux de la francophonie, il me semble. Parce que quand vous voyez la façon dont elle faisait la compétition le jour-là, on se disait quand même que bon, c'est une dame qui est pratiquement fatiguée. Mais je crois quand même que c'est une jeune dame qui n'a pas perdu le courage. Elle sait quand même qu'elle vient de loin. Mais au-delà de ça, il faut reconnaître dans tout ce que nous disons que les chances sont souvent inégalement réparties. En ce sens qu'il y en a qui viennent avec une tension alternative, il y en a d'autres qui viennent avec une tension continue. C'est-à-dire que les gens sont dans la continuité alors que vous venez de façon alternative. Soit vous travaillez aujourd'hui, demain vous ne travaillez pas. Parce qu'on ne peut pas demander aussi le même résultat à des athlètes qui ne travaillent pas dans les mêmes conditions. Vous allez à une compétition comme les mondiaux d'athlétisme, vous allez à une compétition comme les Jeux Olympiques ou encore les Jeux de la francophonie, vous avez des Marocains, des Éthiopiens, des Kenyans, des Américains, des Canadiens, des Français qui viennent parce que ces personnes ont eu le temps de travailler sur
qui ont des infrastructures, ils ont eu le temps de travailler. Alors que dans la continuité, alors que vous avez des pays comme le Togo, le Bénin, où les gens n'ont pas assez de moyens, les gens se débrouillent grâce à des présidents, etc., etc. Donc je crois que la question fondamentale est là. Il faudrait quand même que les pays puissent mettre évidemment les infrastructures en place pour permettre aujourd'hui à ces athlètes de pouvoir travailler. J'ai discuté un peu avec la Congolaise qui est au centre des choses d'athlétisme ici au Togo, Natacha Ngoy. Elle est championne en titre de la francophonie sur le 100. Et elle dit que la bourse qu'elle a aujourd'hui peut lui permettre d'aller dans n'importe quel centre ici. Dans le monde. C'est dit que la bourse qu'elle a. Mais elle est à Lomé parce que justement, le directeur du centre de développement de Lomé, Agopomé, était aussi son entraîneur au niveau de Dakar. Et c'est M. Agopomé qui a personnellement demandé à Ngoy, viens au Togo pour 2 objectifs. Viens au Togo, je veux te suivre, mais viens au Togo pour booster aussi les Togolaises. Bien. Et donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se font ailleurs, mais ici, difficilement, nos athlètes ont même des bourses locales. On espère, si le président de la République c'est beaucoup d'argent aussi, Oui, on va revenir sur ce débat-là, forcément, avec Natacha Ngoy, que je promets aux auditeurs, on l'aura dans les jours à venir. Si ce n'est pas dans Dingue, ce sera dans Samedi Sport. Ici, on va parler avec elle. Sport FM, Prosper Agboklou, tout va bien? Ah, que voulez-vous la plus? Elle a eu gain de cause aujourd'hui, mais que voulez-vous? On ne peut pas l'empêcher. Vraiment. Elle est maîtresse, hein? Elle ne peut pas, elle demande à personne. Voilà, quand elle décide, elle décide. Voilà. Alors, on va parler d'un district qui a disparu depuis des années, mais qui reprend son flambeau, qui sort de son sommeil. Je parlais du district numéro 1. Qui a décidé après pratiquement 10 ans même, d'inactivité. 10 ans, Franck? Oui. Non, c'est plus? Ça fait plus de 20 ans. 20? Oui. Ah mais j'ai mal fait les calculs. Ça fait plus de 20 ans. Aïe. Le dernier président de ce district, vous le connaissez? Non. C'est Reinhard Kossevi. Ah voilà. On a beaucoup de choses à dire sur ce district, alors il viendra parler. Alors il y a, on va dire, ce renouveau, on peut le dire ainsi, ce réveil avec quelques tournois, et là nous allons écouter Atabou Elson qui est conseiller. Ça a fait belle lurette que le district n'a plus fait des activités. Plusieurs décennies. Oui, plusieurs décennies. Le district est presque mort. Mais actuellement, nous sommes en train de faire des efforts afin que le district puisse redémarrer ses activités. Et petit à petit, comme vous venez de le voir, c'est les tout premiers matchs. Nous aurons des activités au fur et à mesure, presque tous les week-ends. Si la deuxième division démarre, donc nous serons obligés peut-être de suspendre nos compétitions. Et si la deuxième division n'est pas à jouer sur le terrain, là nous profiterons pour jouer nos matchs au fur et à mesure et pour que ce tournoi puisse aller jusqu'au bout, afin que les jeunes dans le quartier puissent avoir aussi quelques activités sportives et jouer de temps en temps. Quelles seront vos relations avec le club phare de votre district? Le club phare de notre district, c'est-à-dire les Trois Filantes, c'est tout juste pour former la pépinière où ils peuvent récupérer certains joueurs pour étoffer leur effectif. C'est tout. Et que les jeunes aussi dans le quartier puissent toujours faire des activités sportives en matière de football. Voilà, Atabou Elson, conseiller de ce district numéro 1, Prosper Agboklou, c'est des démembrements qui font le gros du boulot, mais il y en a qui sont inactifs, il y en a qu'on ne voit pas. Par exemple, on parle du district numéro 1 qui était en sommeil, qui est en sommeil 20 ans pratiquement, et qui se réveille. Et on parle par exemple du district numéro 7 d'Agoué, qui fait partie des districts qui bougent. On parle du district numéro 10 et d'autres qui font le travail. Mais là, c'est compliqué. 20 ans plus tard, on revient. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là? C'est le sommeil? Oui, vous savez, tout ça se comprend à travers la prise de monopole, parfois par, je dirais, est-ce qu'on peut les appeler des mécènes? C'est des faiseurs du sport roi dans les districts.
Quand on se rappelle que c'était Kosivi Renrat qui a été le tout dernier président de ce district, qui est resté donc inactif, vous allez comprendre que celui qui était Kosivi Renrat à l'époque. Donc, je crois que c'est que on a tendance à croire qu'on ne prépare pas la relève. Après, moi, c'est le déluge pratiquement. Donc, quand Kosivi Renrat a régné sur un district par rapport à sa stature par le passé, après, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, au niveau de la fédération, les districts sont les démembrements. Quelle a été la réaction à chaque fois des différentes fédérations pour pouvoir mettre ces gens-là en ordre de bataille? C'est ça le problème. Donc, je crois que tout manque de projets. Quand les projets manquent subitement, quand il n'y a plus de preneurs, je crois que ça reste ainsi. C'est ce qu'on voit pour ce district-là. Quand vous prenez les autres districts, pour citer le district numéro 7 avec Jean-Marie Hello aujourd'hui, qui est venu réveiller ce district-là, qui fonctionne réellement. Quand vous prenez le district numéro 10 qui est là d'habitude et qui organise donc des compétitions, c'est dit que c'est des gens qui ont des projets et d'autres districts qui le font, qui ont des projets et qui font naître donc l'espoir de faire vivre donc le district. Donc quand ça n'existe pas, c'est parce que il n'y a pas de projet, l'absence de projet apporte ce vide-là qu'on constate. Latif Yorouma, c'est vous qui êtes allé couvrir ce réveil du district numéro 1. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que le président, vous l'avez vu? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qui a expliqué un tel sommeil? Bon, ils expliquent cela par des clubs qui ont cessé d'exister dans leur district. Ils expliquent cela par le manque de volonté. Ils expliquent cela par le manque d'infrastructures. Ils expliquent cela par le manque de moyens. Et voilà, alors que ils sont le district du quartier commercial de Lomé. C'est Béniglato, Descamps, c'est ça en fait. En réalité, s'ils ont une autre façon de gérer, un mécanisme, c'est un district qui ne devrait pas en réalité souffrir. Mais ils ont fait pratiquement plus de 20 ans, Franck. Plus de 20 ans, parce que voilà, il y avait Reinhardt qui était là, mais après il est parti à la Ligue, et lorsqu'il est parti à la Ligue, il n'y a pas eu pratiquement quelqu'un qui est arrivé, et puis c'est resté comme ça. Et souvent, c'est les premiers districts là. C'était le tout premier district de Lomé, un district numéro 1. Après, il y a eu le district numéro 2, celui de Tokoin, qui également a fait une bonne dizaine d'années avec entre-temps le dernier président qui était M. Talon Kwasi et qui s'est retrouvé à Gaza. Il était bien à Gaza et puis le district est resté comme ça. C'est M. Donko qui est venu il y a 2 ans avec les Palmer Koumandi, finalement réveiller le district. Donc, il y a pas mal de districts qui ont disparu comme ça et qui, par la suite, sont revenus un peu. Mais le district numéro 1 n'est jamais revenu, l'étoile filante. Et ça déteint souvent sur les clubs phares. Vous voyez, l'étoile filante, cette équipe-là, le tout premier club du Togo, qui depuis là végète en 2e division, qui a du mal à revenir. Malheureusement, dimanche, moi j'ai fait un tour là-bas, c'est vrai. Après le match de la SCK, je suis passé là-bas. Vous voyez la seule tribune de Oscar Anthony. Si vous voyez l'état de cette tribune, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que Agoy décoiffé, c'est encore mieux. Je dis bien Agoy décoiffé, c'est encore mieux. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Parce que à Agoy, on se dit qu'il y a un début de chantier. C'est-à-dire qu'ils ont décoiffé, c'est qu'ils veulent coiffer. Lorsque vous voyez Oscar Anthony, ce n'est pas possible. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Voilà. Donc, ils disent qu'ils veulent le relancer. Ils veulent relancer. La famille d'Osevi a fait un tour là-bas la dernière fois. Ils ont promis des pelouses, ils ont promis faire beaucoup de choses. On attend de donc, difficile. D'ailleurs, l'autre fois pour cette compétition, entre-temps, ils annonçaient 8 équipes. Après, ils parlent de 10 équipes. Et sur les 10 équipes, il a fallu élargir même aux autres quartiers environnants. Par exemple, il y a une équipe de Tokoin et Lavagnon. Voilà, qui joue là, pas de Sahara, de Tokoin et Lavagnon. Ça suppose que même les équipes de Béniglato, il n'y en a plus. Il n'y a que l'étoile filante. Et puis voilà. Et nous espérons que cette relance sera une vraie relance et que voilà, le district numéro 1 reviendra totalement dans le jeu. Et ça bénéficiera forcément à l'étoile filante qui est le club phare de la zone et qu'il y aura beaucoup de joueurs qui vont s'exprimer et qui viendront peut-être étoffer l'effectif du Shooting Star. Tournoi UFOA des Nations et la compétition a dégagé les affiches des quarts de finale
finale. Voyons tout ça avec Ezekiel Ayi-Ataï. Hier, lors des 2 derniers matchs, le Bénin s'est qualifié en battant la Guinée 2-1. Le Ghana a de son côté dominé la Gambie 1-0. En dehors du Nigeria, les favoris sont au rendez-vous et promettent de belles affiches. Demain jeudi, premier quart de finale, le Sénégal, pays hôte, facile vainqueur de la Guinée-Bissau en ouverture, sera face au Bénin. Le Burkina Faso et le Ghana ne se quittent plus. Déjà adversaires en éliminatoire du CHAN 2020, les deux équipes se retrouvent. Le Togo, tombeur du Nigeria, a rendez-vous avec la Côte d'Ivoire, facile vainqueur du Cap-Vert. Enfin, le dernier quart oppose la Sierra Leone au Mali. Dans le même temps, sur la voie de la consolation, les éliminés du premier tour seront sur le terrain. Entre autres, la Guinée-Bissau affronte la Guinée, la Mauritanie face à la Gambie. Le Nigeria croise le Cap-Vert et le Niger affronte le Libéria. Voilà, le Togo qui a fait tomber le Nigeria dans ce tournoi va devoir passer le cap des éléphants de la Côte d'Ivoire, facile vainqueur du Cap-Vert 4-1. Henri Akodo, c'est un autre poids lourd de la sous-région ouest africaine qui se dresse sur le chemin des éperviers. Oui, étant donné que c'est une formation ivoirienne qui est assez cohérente et très équilibrée, j'ai eu la chance de voir le match face au Cap-Vert la fois dernière. Les éperviers auront droit à un poids lourd de la compétition. C'est une équipe qui joue bien au football sur les sorties de balles. Sur les sorties de balles, c'est assez fluide. C'est une équipe qui est assez compacte avec des joueurs très techniques, très virevoltants, notamment Nguessan, qui est un attaquant de métier, qui est un renard de surface, qui multiplie inlassablement les appels en profondeur dans le dos des défenses adverses. C'est une équipe qui fait preuve de beaucoup de combativité, de sérieux d'application, surtout sur les replis défensifs également. Tout de suite à la perte du ballon, on constate que chacun se bat pour la récupération collective, notamment ce milieu de terrain Brahima qui donne l'exemple, qui déclenche les pressings. Donc face à cette formation ivoirienne, les éperviers doivent pouvoir mettre les bouchées doubles pour pouvoir venir à bout de cette formation des éléphants de la Côte d'Ivoire, étant donné qu'au niveau des éperviers, nous avons également de la qualité. Face au Nigeria la fois dernière, même si dans le contenu, ce n'est pas une copie parfaite, l'équipe a fière allure, l'équipe a quand même des ingrédients sur lesquels elle peut pouvoir se capitaliser pour pouvoir venir à bout de cette formation ivoirienne. Il va falloir jouer collectif, jouer en bloc, bien maîtriser les phases de transition offensive, parce que j'ai constaté la fois dernière face au Nigeria que sur les phases de transition offensive, c'est cette phase-là même qui a fait la force de cette équipe. Ici, lors du match face au Nigeria, des tout préliminaires du CHAN face au Nigeria dans cette compétition le dimanche dernier, ils ont eu assez de difficultés. Il va falloir récupérer le ballon dans les zones assez importantes de la pelouse pour prendre à défaut cette formation de la Côte d'Ivoire. Il y a également des failles, surtout sur les côtés, parce que ces deux latéraux montent beaucoup. Quand nous aurons l'occasion de pouvoir faire des récupérations routes, ils peuvent pouvoir organiser bien le jeu pour prendre à défaut cette formation nigériane. Nous avons des joueurs de qualité. Adjali Moïse, il y a des renforts qui sont venus ajouter. Tchadine Farid, il y a également le grand Nyama Kate qui a ébloui plus d'un la fois dernière dans ce match-là, parce que à travers son positionnement sur le terrain, ses placements, ses déplacements, il fait un bien fou. Il fluidifie le jeu et aérien le jeu à travers ses passes laser. Donc il y a quand même de la qualité. Il va falloir que les hommes d'Abalo de Sem mouillent le maillot véritablement pour venir à bout de la Côte d'Ivoire. Oui, John Atisso, qu'est-ce qui va se passer? C'est une équipe, quoi qu'on dise, en confiance, parce que cette équipe-là, elle a enchaîné les victoires, et ça seulement, ça met en confiance le groupe d'Abalo Dossé. Oui, et surtout, cette équipe n'a pas battu quand même une équipe qui est née de la dernière pluie. On a vu qu'on a battu quand même proprement le Nigeria au stade de Kégué lors des éliminatoires du CHAN 2020. On l'a encore battu lors de la Coupe UFOA. Cela veut dire que c'est une équipe qui a quand même cette motivation. C'est une équipe qui est en train d'être mise en place pour pouvoir véritablement battre les grands du continent. Maintenant, face à la Côte d'Ivoire, moi je veux un tout petit peu relativiser, parce que cette Côte d'Ivoire n'est pas une équipe qui, ma foi, arrive quand même à dérouler du beau jeu sur le terrain, du beau football, parce qu'on peut toutefois relativiser, c'est face au Cap-Vert. Et quand on prend quand même l'équipe de Cap-Vert, à part quand même l'épouvantail qui n'est autre que l'équipe nationale, il n'y a pas un statut local en tant que tel qui puisse véritablement constituer un ogre sur le continent. Maintenant, quand on prend quand même un passé très récent de cette équipe de la Côte d'Ivoire, cette équipe a été battue au stade Félix Houphouët-Boigny par le Sénégal 3-0. Cette
cette équipe également a perdu lors du match à l'aide des éliminatoires du CHAN 2020 par le Nigeria, je crois 2-0. Ça veut dire que c'est une équipe qui traîne aussi des casseroles. Et que le Togo peut battre. Le Togo peut battre. On a la Côte d'Ivoire, on peut me parler quand même de ces attaquants au milieu de terrain qui arrivent quand même à faire de très bonnes choses sur le terrain et qui jouent dans un championnat d'un niveau acceptable. Mais chez nous également, il y a des jeunes qui émergent, il y a des joueurs qui ont eu cette expérience-là. Quand on prend Niama Akate, c'est quelqu'un qui a fait pratiquement le tour du monde. Il a joué au Liban, il a joué dans tel pays, il est revenu après son expérience, cette équipe-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est lui quand même la plaque tournante de cette équipe togolaise. Et la dernière fois, ce n'est pas pour rien qu'on lui a transmis quand même, on lui a décerné le titre de meilleur joueur de cette affiche. Et je pense véritablement qu'on peut se baser sur ça et véritablement se prendre la Côte d'Ivoire parce que les qualités, on a ces qualités-là quand on prend Bozo Klousser, on prend Adjari Moïse qui par 2 fois apporte cette percussion au jeu du Togo et également on a vu le retour de Koudagba aussi également du joueur de Sonidep qui n'est autre que Sewono Kodio. La dernière fois les deux ont combiné à merveille. Je pense que au fur et à mesure il y a eu des séances d'entraînement qui ont été faites et je pense qu'on peut toutefois s'appuyer sur ça et véritablement battre les éléphants parce que ce n'est pas un ogre pour moi, c'est une équipe qui est accessible. Vous pensez, Jacques? Oui, je pense que c'est possible de pouvoir éliminer la Côte d'Ivoire. On a aujourd'hui une défense qui peut à tout prix être encore plus sérieuse et permettre à l'effectif de pouvoir être encore plus optimiste. Et je pense que surtout sur le plan offensif, on a des éléments qui peuvent faire l'affaire. Maintenant, c'est sur le plan psychologique qu'il faut travailler ces joueurs. Entre l'euphorie d'une double victoire face au Nigeria et l'envie également de récidiver face à la Côte d'Ivoire, je pense qu'il faut travailler sur ces joueurs, ceux qui surtout travaillent sur le plan offensif. Il faut également leur dire d'être à un certain moment patient. À un certain moment également passer à l'accélération. Je crois que c'est un travail qui doit se faire au niveau des entraînements. Mais je le dis, cet effectif est habitué à jouer ensemble depuis quelques semaines. C'est des joueurs qui, même s'ils sortent pas d'un championnat qu'on doit comparer au championnat ivoirien ou nigérian, ils ont réussi au fur et à mesure par former un bloc, un groupe qui peut continuer par nous surprendre. Et je le dis, il faut qu'on soit optimiste. Ne pensons pas que la Côte d'Ivoire c'est terminé, on est éliminé en rentre. On a la possibilité de le faire. Et s'ils le font, je pense qu'ils s'ouvrent quand même de bonnes portes pour l'avenir. Oui. Est-ce que cette histoire de 2 compétitions qui se retrouvent dans un coin de la tête du sélectionneur ne pourrait pas, entre-temps, dévier un tout petit peu les attentions? On se dit, oui, nous, on a pour priorité le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2020. Est-ce que ça, là, est-ce que ce n'est pas un piège, peut-être? Bon, ça peut être un piège, mais dans le cas actuel, je crois que ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas du tout ce qu'on peut penser, parce que quand vous remarquez un peu la façon dont les joueurs jouent, ils jouent sans complexe. C'est des joueurs, ma foi, qui ont compris vraiment que même si le discours de l'entraîneur n'accompagne pas ce qu'ils font, eux ils sont obligés de briller sur le continent et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et dans le contexte actuel, on voit quand même que l'entraîneur apporte quelque chose. Abal Dossé qui essaie quand même, quand vous le voyez sur le banc, il n'est jamais assis. Ça dit que c'est quelqu'un qui a sa tête qui est tout en bouleversé et qui a envie quand même de prodiguer du petit conseil à ses joueurs. Donc je crois que il y a vraiment pas de priorité. D'ailleurs, selon nos investigations, vous allez voir le groupe avec lequel ils sont donc à Dakar, ils ont tout fait pour pouvoir ménager certains joueurs, mais au même moment, il y a des joueurs qui en réalité devaient peut-être être laissés à Lomé, mais ils ont tout fait pour les amener là-bas. Ça veut dire tout simplement que il y a une certaine priorité. Mais au-delà de ça, puisque nous allons jouer avec la Côte d'Ivoire, il ne faut pas du tout négliger cette équipe de la Côte d'Ivoire parce que c'est une équipe qui a plusieurs facettes. D'abord, cette équipe, au moment où elle allait commencer les regroupements, n'était que 16. Il n'y avait que 16 joueurs sur 30, ce qui a fait que lors des matchs disputés récemment, d'abord le match amical face au Sénégal, ils étaient battus 3-0 avant d'être battus à Niamey par les Nigériens 2-0. Entre-temps, l'entraîneur a essayé de reformer l'équipe, c'est-à-dire que l'équipe qui a joué la dernière fois a été renforcée. Il y a même des joueurs de San Pedro qui n'étaient pas là. Des joueurs qui sont maintenant présents, qui ont d'ailleurs joué la rencontre de la dernière fois.
Roger Aolou, il y a également d'autres joueurs de la SOA qui ont rejoint également le groupe pour que le groupe soit totalement au complet. Mais entre-temps, lorsqu'ils avaient joué déjà les matchs amicaux et le match du CHAN, il y avait des joueurs de la SEC par exemple et de la FAD qui n'étaient pas au rendez-vous. C'est des meilleurs joueurs parce qu'au niveau de la SEC par exemple, ASEC qui a été champion en titre mais qui a été détrôné cette saison par le FC San Pedro, jouait le match en retard de la deuxième journée avec la FAD. Du coup, Massim Gomene n'avait pas eu le temps. Il a manifesté sa désapprobation en disant que les joueurs qu'il avait choisis pour remplacer les joueurs titulaires n'avaient pas le niveau. Cela a entraîné le mécontentement donc de Sori Diabaté qui a dit donc à l'entraîneur de faire un choix consistant et a discuté avec les responsables donc du FC San Pedro. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un effectif assez impressionnant. On va pas du tout les négliger. Il y a match. C'est un match de football. D'ailleurs, c'est la Côte d'Ivoire qui a sorti le Togo lors de la dernière édition à Cape Coast. Donc je crois que cette année, même si la vérité d'hier ne sera pas la vérité de demain, il faut reconnaître qu'il y aura match. On a devant nous les éléphantaux de la Côte d'Ivoire qui ne sont pas venus à cette compétition en victime résignée. Mais entre-temps, l'orgueil local va d'ailleurs motiver, n'est-ce pas, certains de ces joueurs ivoiriens comme Roger Aolou, l'ancien épervier qui est finalement devenu éléphant, à pouvoir montrer quelque chose de nouveau. En tout cas, on sait souvent que Aristide aime bien ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est Togo. Mais je suis obligé de supporter le Togo. C'est le Togo et la Côte d'Ivoire. Prosper Agboklou, oui. Je le regardais développer. Qu'est-ce qui va se passer? Il a tellement les infos de la Côte d'Ivoire que Claude Leroy en a pour toutes les équipes du monde. Oui, votre analyse, vous. Togo-Côte d'Ivoire. Je pense que les analyses faites, on a vu les deux équipes produire au cours de cette compétition du tournoi de l'UFOA. Et on a vu quand même que par rapport au pédigré des deux équipes, Aristide l'a dit, bon, c'est une bonne équipe de Côte d'Ivoire qu'on a vue, mais quand on compare aujourd'hui le Nigeria par rapport au Cap-Vert, il y a quand même un peu de fossé par rapport à cela. Mais on peut constater vraiment que les réalités des matchs se diffèrent les unes des autres. Donc on ne peut pas dire que comme la Côte d'Ivoire a été étincelante devant le Cap-Vert, elle ne peut pas l'être devant le Togo. Et le contraire, chaque match a sa réalité. Et c'est en fonction de l'adversaire que les techniciens proposent le plan de jeu. Donc les Ivoiriens nous ont déjà vu jouer. Ils vont se concentrer sur ce match-là. Et quand ils savent que nous avons battu le Nigeria par 2 fois de suite, donc c'est dire qu'ils auront dans la tête vraiment l'intention de nous détourner, de nous poser une équation difficile à faire. Donc c'est un match qui part de 50-50. Maintenant, il revient à Ballot de Serre de bonifier vraiment l'apport de ces joueurs qu'il a ramené pour remplacer ceux qui sont partis et qui ont fait le boulot. Maintenant, il va falloir donc jouer sur leur vraie valeur et je pense que le Togo a toujours une chance. Il n'y a jamais 203. Bon, on a fait déjà 2 victoires d'affilée. Une troisième. La troisième ne nous fera pas est mal. en téléchargement. Voilà. Comme le dirait quelqu'un. Rapidement, un mot là-dessus, Latif? Oui, moi, je me pose une question. Lorsque j'ai écouté Aristide, il a dit tel joueur n'était pas là, il faut peut-être ramener tel joueur. C'est une compétition, à mon sens, qui demande un certain nombre de joueurs. Un nombre de joueurs. Je ne sais pas si ça se joue comme des éliminatoires où, voilà, après un match A, vous pouvez, sur le match B, ramener d'autres joueurs. Parce que ici, c'est une compétition. On parle de 21 joueurs. Je ne sais pas si l'UFOA a autorisé à ce que justement il y a une rotation. Alors si l'UFOA autorise à ce qu'il y ait une rotation, ça suppose que les mêmes chances seront reparties parce que le Togo également n'était pas sur le premier match avec toutes ses armes. N'oubliez pas que oui, il y avait des joueurs qui étaient à Kinshasa, d'autres étaient à Bamako. Ça suppose que les chances, voilà, ça veut dire que Abalo de peut également aussi renforcer son effectif, tout comme également l'équipe de la Côte d'Ivoire. Est-il dit que sur le papier, c'est vrai, l'histoire des deux nations, c'est la Côte d'Ivoire qui est favorite. Mais lorsque vous prenez un peu, parce que les équipes locales se mesurent par, c'est-à-dire le contenu ou bien le statut des équipes locales se mesure par ce que font les clubs.
Donc, moi, je dis aujourd'hui, lorsqu'on prend nos clubs, le Togo n'envie en rien la Côte d'Ivoire sur le continent. Parce que oui, sur les 3 dernières années, le Togo également a été sur le continent et a été en phase de... Les clubs togolais peuvent envier ceux ivoiriens. C'est-à-dire... Seulement, quand on prend par exemple ce qu'ils ont comme moyen... La Ligue professionnelle de football ivoirienne, par exemple, avec les subventions. Je parle du présent. Lorsque vous prenez le présent, alors la SEC n'est plus la SEC. Africa Sport a disparu. Vous prenez le WAC. Un gros problème là-bas. Alors, Semassi n'est plus Semassi. Non, mais je parle. Lorsque vous prenez, il y a 3 saisons. Agaza n'est plus Agaza. Il y a 3 saisons. Il y a 3 saisons. Il y a 2 saisons. L'Est Gopor a fait de bonnes choses. Et nous a sorti les Sewanou Eli. Nous a sorti les Issifou Brahana. Voilà. On a eu Koroki et puis Gomido. On nous a sorti les Adjari Moïse, les Soumanou Fadil. Aujourd'hui, la ASK qui nous a sorti également des joueurs. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a également ses San Pedro, ses WAC, qui aussi ont des joueurs au même niveau que nos joueurs. Roger Aholou, c'est au Togo parce qu'il est passé. Il ne vaut pas mieux que nos joueurs. Donc, c'est, en fait, moi je dis, il faut également savoir vendre nos équipes maintenant. On a des nations de On va les vendre, mais ils n'ont que 12 millions de subventions. Oui, mais avec ces 12 millions de subventions, ils arrivent quand même à faire quelque chose. Alors que de l'autre côté, on a 70 millions. On a tenu en échec le AC Djoliba. On a dit Djoliba a 53 de mais Marnata a failli battre Djoliba. A failli. Oui, a failli battre Djoliba. Et ça suppose qu'aujourd'hui, le Togo a les mêmes chances que la Côte d'Ivoire. Nous ne voilons pas la nous voilons pas la passe. Il y a véritablement match et que le Togo peut éliminer la Côte d'Ivoire même si c'était à Abidjan. Voilà. Oui, on n'a plus beaucoup de temps. 5 secondes. C'est bon. C'est bon, on peut y aller. Oui, on marque la pause. On va parler de la D1 nationale de football qui commence seulement dans quelques jours. Il s'agit donc de la saison 2019-2020. Alors, et depuis des années, depuis 2000, je ne sais plus, Semassi est en train de guetter son 11e titre, son 11e sacre. C'est d'ailleurs le club le plus titré du Togo avec 10 titres. Et le 11e président, Adoyi Essoavana, promet le 11e titre à cette équipe-là. Nous allons d'ailleurs l'écouter au moment du congrès, on peut lui dire qu'il a porté à la tête des guerriers de Tchaoudio. Semassi Soukodé, c'est un grand club. Notre ambition pour cette saison, c'est de faire en sorte que la turpitude que ce club a connue l'année dernière, la saison dernière, ne se reproduise pas. Que Semassi retrouve sa première place au niveau du football togolais et pourquoi pas au niveau international. C'est l'occasion pour nous d'inviter tous les supporters, les anciens dirigeants et les anciens joueurs de Semassi Soukodé de nous accompagner dans cette tâche. Parce que c'est une responsabilité qui nécessite aussi la contribution de tout le monde. Gérer un club où c'est les moyens. C'est l'occasion pour nous aussi d'inviter tous ceux qui estiment d'aiment le club Semassi Soukodé de contribuer aussi financièrement afin que toutes les charges, tout le budget prévisionnel que nous avons présenté aujourd'hui puisse être exécuté dans toute sa plénitude. J'ai dit que Semassi sera premier. Étant donné que nous sommes le 11e, nous ferons en sorte que Semassi soit premier cette année. Pour arriver à ce stade, il faut rapidement regarder au niveau du coaching, au niveau aussi du recrutement aussi des joueurs. Après avoir recruté un coach, il faut quand même que nous ayons aussi un bon agent et puis un directeur technique. Il faut aussi discipliner les supporters, faire en sorte que les supporters ne s'occupent pas de ce qui les regarde, permettre aux entraîneurs de faire leur choix et de conclure les matchs par rapport à leurs responsabilités. Voilà, Adoyi Essoavana, président de Semassi, qui affiche ses ambitions. Il faut discipliner les supporters, gestion participative, a-t-il dit. Ce club qui est toujours attendu, mais jamais vainqueur, mais jamais sacré depuis beaucoup de temps. Même si c'est le club le plus titré, Semassi se cherche depuis des années. Pour vous, Henri, est-ce que ce club fait partie encore des favoris cette saison, puisque Semassi a terminé 11e lors du dernier exercice? Oui, quand nous nous référons aux derniers résultats de cette formation de Semassi de Soukodé, on est dubitatif par rapport au fait qu'ils seront parmi les favoris de ce championnat-là. Mais quand on scrute l'historiographie, vous venez de l'affirmer, de cette formation de la région centrale, on s'aperçoit véritablement que c'est une formation qui a remporté 10 titres. Et donc, cette formation-là, à un moment donné, même s'il y a des difficultés,
il peut avoir un sursaut d'orgueil parce que c'est un grand club, c'est un club, j'allais dire, d'une des plus grandes régions du Togo, et donc ce club-là a des ressources. Aujourd'hui, nous venons d'écouter l'ambition, nous venons d'écouter le nouveau président, Adoye Soavana, qui est très ambitieux pour sa formation, et donc il va falloir se méfier de cette formation, même si elle n'a pas des ingrédients qui parlent pour elle aujourd'hui. Oui, qui va prendre la parole? Oui, John, vous, allez-y. Est-ce que Semassi, fait partie des favoris selon vous? Ça sera très difficile à répondre parce que sur les 3 ou 4 dernières années, on n'a plus vu une équipe flamboyante de ces matchs, que ce soit sur le terrain, en termes également de place, en termes de classement. Mais cette saison, il faut dire que l'ambition a été affichée. Également, ce que le président vient de dire, également au niveau du staff technique. On a ce Belge, Daniel Classen, qui a été promu directeur technique, et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui un long moment au téléphone. Je pense que si ce qu'il a dit, si ils arrivent quand même à transmettre cela sur le terrain, je pense qu'on aura une très belle équipe de ce Semassi et qui va déranger quand même plus d'un dans le championnat, parce qu'on a beaucoup parlé tactique, on a beaucoup parlé de l'ambition du club, on a beaucoup parlé de tout ce qui entoure quand même ce club-là. Sinon, il a dit que tout va bien et que sur le plan tactique, l'équipe doit véritablement progresser parce qu'elle a été déçue par la prestation de cette équipe-là lors du dernier tournoi TLS Elite Corp. Mais maintenant, ils arrivent à poser des jalons parce qu'ils doivent commencer par la base, c'est-à-dire la défense, et progressivement continuer sur le terrain, que ça soit au milieu de terrain et surtout en attaque. Et que c'est une équipe en reconstruction, donc on ne peut plus parler de favoris, c'est ça? Et que dans les semaines à venir ou mois à venir, on aura une belle équipe de Semassi, et on espère vivement, parce qu'il me l'a dit clairement, que l'ambition du club, c'est d'être sur le très haut niveau et se retrouver sur le continent, parce qu'il a cette expérience-là en coachant quand même au Luxembourg, au Bénin, au Cameroun. Je pense qu'il peut apprécier cette expérience-là, cette jeune équipe de Semassi qui est actuellement en reconstruction, et on peut toutefois compter sur cette équipe-là pour véritablement créer la sensation. Jacques, est-ce que quelqu'un peut titiller la SCK? Oui, ça dépend maintenant de l'effectif. Vous savez que déjà, on a du mal à connaître les effectifs de ces formations à l'issue des recrutements et tout cela. Vous connaissez celui des chauffeurs de la COSA. Au moins pour la SCK, on connaît. On sait également que pour Maranatha, ce serait presque la même chose, sauf s'il y a la déception de l'élimination en Coupe CAF qui peut-être faire partie certains joueurs de la saison. Mais si ces deux formations réussissent à maintenir leur effectif, et si Goulesu maintenait également son régime et surtout ses belles prestations, je crois que cette saison, on risque d'avoir du suspense entre ASK, Maranatha, Goulesu et puis les autres. Je crois que ça risque d'être assez difficile, mais l'appel surtout au niveau de la SCK, c'est de garder l'effectif. Peut-être que ça risque d'être l'année encore de gloire pour la SCK. Pourquoi pas? Il y a déjà, pour cette première journée, Latif Yorouma, le premier derby thème de la saison, Semassi Unisport. Oui, c'est beaucoup plus facile pour nous de parler des équipes que nous avons vu jouer, mais il y a certaines équipes qui se sont préparées, soit dans l'anonymat, ou soit qui ne se sont pas du tout préparées. Alors aujourd'hui, compliqué justement de parler de ces équipes-là, non? Mais lorsque vous prenez par exemple Unisport, c'est une équipe qui ne lâche rien lorsqu'elle joue. D'ailleurs, c'est rare de voir une équipe tomber, revenir en même temps. Unisport est parti et est revenu. En même temps, cette équipe, n'oubliez pas, a récupéré certains de ses joueurs. Yakubu Norondine, plusieurs années capitaine de Semassi, est retourné donc à Unisport. Vous devez conclure. On nous fait signe que c'est parti. Donc, il y a Chabalanja Abdelkerim, par exemple, également formé à Unisport, qui sont retournés à Unisport. Ça suppose que cette équipe-là a regagné des joueurs expérimentés et aussi peut-être la jeunesse qui va venir d'ailleurs. Et donc, ce sera très compliqué. En tout cas, c'est d'ailleurs un derby qui a été toujours au rendez-vous. On attendra forcément de voir. Semassi, malgré toutes les difficultés, a été toujours parmi les favoris. Bien. Merci à Aristide Kouvidien, merci à Henri Akodo, Latif Yorouma, Jacques Pekemsi, Jonathan Tissot, Prosper Agbouklou et l'homme à devant pour la vidéo. Pélagie Mekoum, à bientôt.